La parole est à Monsieur Joël Giraud, rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Bonjour, Présidente. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président Woerth, chers collègues rapporteurs pour avis, chers collègues, permettez-moi tout d'abord, au moment d'aborder mon dernier PLF comme rapporteur général, de vous dire à toutes et à tous combien j'ai aimé et j'aime toujours cette tâche passionnante que je n'ai jamais considérée comme administrative, mais émaillée de rapports humains riches, que l'on soit d'accord ou pas. Et mes remerciements vont bien évidemment à tous les députés au-delà de leur appartenance politique. À vous, Président Woerth, unis que nous sommes sur le banc dans une indéniable complicité, surtout lorsqu'il s'agit de couper court à des débats qui s'éternisent. Au gouvernement et aux équipes des cabinets qui supportent un rapporteur général du budget loyal, mais exigeant. Et enfin, au service des finances de l'Assemblée nationale, en particulier à la division B, Sylvain, Théodore, Julien, Geoffroy, Pierre-Alain, Antoine, Ludovic, Adrien, avec Marine en renfort cette année, et à celles et ceux qui nous ont récemment quittés, rassurez-vous, ils sont toujours en vie, Guillaume, Clément et Élise. Trois projets de loi de finances. 4 projets de loi de finances rectificatives incluant celui qui va venir dans quelques jours, une loi de programmation des finances publiques, 2 lois de règlement, un texte sur les GAFA. Cela laisse des souvenirs de moments de travail intenses avec des personnes d'une qualité rare, mais toujours dans une ambiance que j'ai voulu décontracter. Et je ne doute pas qu'elle se poursuive avec mon successeur, un homme qui aime le rugby et forcément un homme de qualité. Voici donc le 3e projet de budget que nous avons la responsabilité d'examiner depuis le début du quinquennat. Budget de transition, il comprend à la fois des mesures issues du programme présidentiel de 2017 et des mesures nouvelles proposées à la suite du grand débat national. Il s'inscrit toutefois dans la continuité des 2 budgets précédents. Quelques invariants peuvent en effet être décelés. La baisse des impôts, qui atteindrait plus de 27 milliards d'euros depuis début 2018. La sincérité, tant dans les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes que dans la prévision de l'évolution des dépenses et des recettes. La maîtrise des finances publiques. Le déficit baisse, la dette se stabilise et commencera à baisser, les prélèvements obligatoires baissent, les dépenses publiques sont tenues. Tout en tirant les conséquences d'un contexte économique assombri et des souhaits des Français en matière de fiscalité et de services publics, il permet la poursuite de la baisse du déficit public. Ce dernier s'établirait à 2,2% du PIB pour atteindre son plus bas niveau depuis 2001. Ensuite, il renforce l'objectif de baisse des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale en proposant une diminution d'environ 10 milliards d'euros de la fiscalité et des charges en 2020. Le taux de prélèvement obligatoire s'établirait à 44% du PIB l'année prochaine. Au total, la baisse des prélèvements obligatoires sur les ménages atteindrait 20,7 milliards d'euros sur la période 2018-2020. Pour les entreprises, cette baisse atteindrait environ 6,4 milliards d'euros sur la même période. L'évolution de la dépense publique reste maîtrisée. Après sa décroissance en volume historique en 2018, elle augmenterait de 0,7 en 2019 et en 2020. En moyenne, sur le quinquennat, le taux de croissance en volume de la dépense publique s'établirait à 0,4%, à un niveau sensiblement inférieur au taux moyen constaté lors des 2 derniers précédents quinquennats. La dette publique rapportée au PIB décroîtrait légèrement en 2020 de 0,1 point, dans un contexte de baisse durable des taux d'intérêt. La charge de la dette de l'ensemble des administrations publiques atteindrait 33,7 milliards d'euros en 2020, soit 2,2 milliards de moins qu'en 2019. Le constat de ces économies non négligeables ne doit pas nous détourner collectivement de l'action visant à rétablir l'équilibre des comptes des administrations publiques. J'entends parfois la question posée d'une nouvelle augmentation du déficit public pour financer les investissements. Il ne faut pas oublier qu'il reste supérieur au déficit de la plupart de nos partenaires européens. C'est également le cas pour notre niveau d'endettement. Or, nous avons besoin de retrouver des marges de manœuvre budgétaires pour faire face à un éventuel retournement de conjoncture qui est loin d'être une hypothèse d'école. Une fois ces grands équilibres budgétaires présentés, venons-en au contenu de la première partie du projet de loi de finances pour 2020. Comme je le disais, les baisses d'impôts se poursuivent. L'impôt sur le revenu sera aussi allégé de 5 milliards d'euros dès 2020 pour les classes moyennes. La taxe d'habitation, intégralement supprimée dès 2020 pour 80% des ménages, le sera progressivement pour tous les foyers jusqu'en 2023. Malgré l'aménagement de la trajectoire de taux de l'impôt sur les sociétés, dont nous discuterons ce soir sans doute, ce dernier poursuivra sa baisse pour toutes les entreprises en 2020. Plusieurs dispositions visent ensuite à verdir notre système fiscal. Le régime du gazole non routier serait réformé par suppression progressive pour certains secteurs des taux réduits de la TICPE.
Le crédit d'impôt pour la transition énergétique serait transformé en une prime forfaitaire concentrée au bénéfice des ménages modestes. Plusieurs taxes sur les secteurs des transports routiers et aériens seraient également modifiées. Ensuite, de nouvelles incitations fiscales en faveur de la réduction des inégalités territoriales sont proposées. Des taux réduits de TVA permettraient ainsi de favoriser l'investissement dans le secteur du logement social et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le présent projet de loi crée également un nouveau zonage pour encourager l'implantation et soutenir l'artisanat et le commerce des centres-bourgs ruraux ou des centres de villes moyennes, dans la continuité de la loi ÉLAN. Dans la lignée des dispositions de la loi de finances 2019, le projet de loi de finances pour 2020 comporte un programme de suppression de 18 taxes à faible rendement, après la suppression de 22 de ces taxes l'an dernier. En outre, 11 dépenses fiscales sont visées par des mesures de plafonnement ou de suppression. Enfin, ce projet de loi de finances marque la poursuite de l'effort du Gouvernement pour renforcer la portée des principes budgétaires et renouer avec l'esprit originel de la LOLF. La suppression de plusieurs comptes d'affectation spéciale conforte les principes d'unité et d'universalité budgétaire, tout comme la rebudgétisation de certaines taxes. J'aimerais ensuite présenter synthétiquement les apports de la commission des finances à ce projet de loi, qu'elle a examiné une bonne partie de la semaine dernière. 100 amendements ont été adoptés. Ainsi, à l'initiative des députés du groupe La République En Marche, en particulier le président et la rapporteure pour avis de la délégation des collectivités territoriales, nous avons adopté le dégel des facteurs locatifs des résidences principales en 2020, et avec un coefficient de revalorisation qui me semble raisonnable dans le contexte actuel. Je remercie tout à l'heure les propos du ministre qui confirmaient l'avis favorable du Gouvernement. Cela a finalement recueilli l'assentiment d'une grande partie de la commission des finances. Les députés du groupe Libertés et Territoires avaient au demeurant également proposé cette inflexion au projet de loi initial. À l'initiative des députés du groupe UDI Agir et Indépendants, le taux de TVA réduit applicable aux établissements sociaux a été étendu aux foyers de jeunes travailleurs destinés à des jeunes de 16 à 25 ans, salariés ou en formation, et qui sont en situation de précarité. À l'initiative des députés du groupe socialiste, un amendement a été adopté pour aligner la fiscalité des logements vacants au même niveau que celle pesant sur les résidences secondaires dans les zones tendues. Il s'agit d'éviter que dans ces zones où la TH peut être majorée, la différence de fiscalité incite les propriétaires de résidences secondaires à déclarer leur résidence comme logement vacant. Enfin, à l'initiative des députés du groupe La France Insoumise, et particulièrement du rapporteur spécial Éric Coquerel, le plafonnement des recettes affectées au fonds Barnier a été augmenté de 43 millions d'euros afin de pérenniser le financement de la prévention des risques naturels. Mon collègue Laurent Saint-Martin a proposé avec succès la suppression de 2 petites taxes, dont celle portant sur les actes d'huissier. Il était le premier signataire d'une résolution de la Commission sur la révision générale des taxes à faible rendement. De même, Stella Dupont a mis en application les propositions de son rapport sur les taxes de séjour, conduisant à l'adoption de 2 amendements de simplification et de réduction du montant de certaines de ces taxes. Nous devons désormais aboutir sur ces sujets dans le sens des excellents travaux parlementaires évoqués, mais aussi de la volonté du président Woerth qui a souhaité placer cette réforme en dehors de tout contexte politicien, ce dont je le remercie. Pour ma part, j'ai présenté plusieurs amendements qui ont été adoptés. J'ai ainsi proposé de maintenir la taxe sur les dépenses publicitaires, qui présente certes un rendement faible, sans être epsilonesque, mais qui contient une finalité environnementale claire et dont je souhaite améliorer le rendement en deuxième partie. J'ai proposé au contraire de réduire la taxe dite de droit de partage qui s'applique aux époux et partenaires d'un PACS en cas de séparation et de supprimer la taxe sur l'enregistrement des contrats de mariage, histoire de trouver un équilibre entre les divorces et les mariages. J'ai aussi proposé le bornage de plusieurs dépenses fiscales, comme le dispositif Malraux, le crédit d'impôt cinéma ou le crédit d'impôt sur les jeux vidéo, afin d'inciter le Gouvernement à procéder à leur évaluation et à permettre le moment venu un débat en bonne intelligence sur l'opportunité de proroger ou d'adapter ces dispositions. Il faut en outre lutter contre les trous noirs fiscaux qui nous empêchent de débattre de manière éclairée. Nous reviendrons en séance sur le détail de ces mesures. Mais par pitié, mes collègues, ne soyons pas schizophrènes. Chasseurs de niches fiscales durant le printemps, quand la chasse est fermée, et créateurs de niches fiscales à l'automne, quand la chasse est ouverte. J'ai proposé de préserver de la suppression progressive du tarif de GNR les engins utilisés à des fins de service public en zone de montagne. C'est vrai. L'absence à ce stade de véhicules propres substituables, l'impossibilité pour les collectivités territoriales de recourir au suramortissement prévu par le PLF rendent impératif le maintien des niveaux de fiscalité énergétique spécifiques. J'ai proposé aussi la suppression du compte d'affectation spéciale dit des radars pour éviter que se reproduise la situation actuelle, c'est-à-dire la mise hors service de nombreux radars qui mettaient en danger les ressources de certains des affectataires des amendes, et en particulier l'Agence de financement des infrastructures terrestres. Enfin, il arrive que des amendements soient adoptés par la commission, bien que j'émette un avis défavorable à leur endroit. J'évoquerai principalement la suppression ferme adoptée par notre commission de la baisse de 45 millions d'euros du plafond d'affectation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, ainsi que sa régionalisation prévue par le projet de loi initial.
Avec l'aide de Marie-Christine Verdier-Jouclas, d'Émilie Cariou et d'autres, j'avais proposé d'effectuer un prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du réseau pour la seule année 2020, d'en rester une affectation de la taxe aux chambres départementales et de ne renforcer la mutualisation que progressivement à partir de 2021. Je sens que nous allons à nouveau en débattre en séance. L'ensemble des amendements adoptés par la commission des finances devrait coûter au budget de l'État, selon mes estimations, 403 millions d'euros. Toutefois, certains de ces amendements améliorant le solde d'autres personnes publiques, sinon résonnent au niveau agrégé des finances publiques dans leur ensemble. Ce chiffre tombe à 129 millions, soit 0,006 points de PIB, bien loin d'un montant susceptible de modifier l'équilibre du PLF 2020 proposé par le gouvernement. La commission des finances partage donc clairement avec le gouvernement le souci de proposer un projet de budget qui veille à maintenir l'équilibre de nos comptes publics. Nous aurons tous ces débats en séance et d'autres encore que je ne peux évoquer devant vous. Je pense également à certaines idées proposées par le groupe MoDem, qui, j'en suis certain, vont arriver à maturité cette semaine devant l'examen du PLF. Au demeurant, plusieurs viennent d'être adoptées en article 88. En tout état de cause et en résumé, le PLF 2020 s'avère à la fois favorable au pouvoir d'achat des Français et au dynamisme de notre économie et conforme à l'objectif de retour à l'équilibre des comptes publics. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, et bon anniversaire. La parole